Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Où va la révolution algérienne? Les manifestants qui envahissent les rues chaque vendredi depuis 10 semaines pourraient-ils se faire voler leur révolution? Qui tire aujourd'hui les ficelles dans les coulisses du pouvoir? Comment interpréter les arrestations des hommes d'affaires qui gravitaient dans les cercles dirigeants? Quel futur pour cette Algérie à la fois riche et malade de son pétrole, confrontée aussi aux défis de sa démographie? Enfin, retour en images sur les premiers jours de l'indépendance, après 8 années d'une sale guerre. La pression de la rue ne se relâche pas. Cela fait 10 semaines maintenant que le peuple, chaque vendredi, se mobilise contre le système. Les manifestants ont obtenu le départ du vieillard malade et aphasique qui était leur président depuis 20 ans. Mais ils veulent davantage, ils veulent que tout le système dégage. Ils veulent des hommes neufs pour se présenter à l'élection présidentielle du 4 juillet prochain. La rue parviendra-t-elle à faire émerger un leader ? Quelle est la force des confréries islamistes, discrètes dans les manifestations et pourtant bien présentes dans la société algérienne? Avec notre invité, l'essayiste journaliste Akram Belkaïd, nous essaierons aussi d'y voir plus clair dans la boîte noire du pouvoir en Algérie. Par quoi et comment remplacer un système installé depuis tant d'années? Changer tout, dégager le système, c'est ce que réclame tout un peuple. Kevin Gertsch avec Laurent Auert. La candidature pour un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika sonne comme une humiliation pour le peuple algérien. Si vous avez un président qui se présente à 20h, qui parle au peuple, il n'arrive pas à parler au peuple. Je suis désolé, il n'arrive pas à parler au peuple. À un moment donné, il doit céder sa place. C'est obligatoire. C'est une démocratie, c'est pas une royauté. Pas de figure de l'opposition en tête des cortèges. Le mouvement de contestation s'organise sur les réseaux sociaux, prenant de court les partis politiques et les candidats à l'élection présidentielle. La liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. Les slogans ont été mis à jour, mais les manifestations gardent la même véhémence. À Alger et dans d'autres villes, les pancartes brandies au-dessus des têtes réclament la fin du système. Si faux, vos discours sont si faux. Ouais, si faux, qu'on a fini par s'y faire. Bien sûr, espoir. Si je n'avais pas d'espoir pour que ça change, je ne sortirais pas dans la rue. Et pas seulement contre le 5e mandat de Bouteflika. On veut que tout le système change. Dégage. Il n'y a pas d'économie, nulle part où se soigner. S'il y avait ce qu'il nous faut, le président n'irait pas se soigner en Suisse. La dite démission du président de la République Abdelaziz Bouteflika interviendra avant le dimanche 18 avril 2019. Un parfum de victoire après la démission du président Abdelaziz Bouteflika. Des Algérois euphoriques, mais tournés déjà vers l'avenir. Bonjour Akram Belkaïd. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Géopolitis. Vous êtes essayiste, journaliste au monde diplomatique et vous venez de publier un ouvrage qui tombe à pic, l'Algérie en 100 questions, un pays empêché. Akram Belkaïd, est-ce que en Algérie aujourd'hui le système dégage ou un peu seulement? Alors on va dire un petit peu seulement. Le président Abdelaziz Bouteflika a démissionné. Il y a des ministres qui sont partis. Il y a des patrons qui sont en prison, il y a des ministres qui sont convoqués devant la justice, mais on ne peut vraiment pas dire que le système est parti. Le système est encore là, il est encore présent, il est présent à travers les institutions, il est présent à travers les organes de sécurité, il est présent à travers le commandement de l'armée, donc on ne peut pas dire que le système a changé, non, bien au contraire. Est-ce qu'il y a le risque que le peuple se fasse voler sa révolution ? En tous les cas, le danger est grand que ce que réclame le peuple ne soit pas obtenu rapidement. On est actuellement dans une situation, je dirais, de confrontation, de bras de fer entre un système qui essaye de tout faire pour abandonner le moins possible, pour faire le moins possible de concessions, et une rue
Un peuple qui investit la rue de manière historique depuis plusieurs semaines aujourd'hui, qui lui a bien l'intention d'aller jusqu'au bout. On est dans cette position-là et pour le moment, en tous les cas, les gens qui sont dans la rue et qui manifestent ne partent absolument pas perdants. Ils sont bien déterminés à obtenir ce qu'ils ont envie d'obtenir. On a quand même le sentiment que c'est maintenant l'armée qui dicte le tempo de cette période de transition, non? C'est clair, puisque on voit bien que l'homme de la situation, celui qui donne le là, le tempo, c'est le général Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense, chef d'état-major. Et donc, effectivement, il a... Nommé par le président Bouteflika à l'époque. Nommé à l'époque, au début des années 2000, par le président Abdelaziz Bouteflika, alors qu'il était censé partir à la retraite. Donc, c'est dire à quel point sa carrière doit beaucoup au président qui a démissionné. Et c'est lui qui, aujourd'hui, s'est investi de la tâche de défendre la Constitution via l'armée. Je dirais que c'est parfois même un rôle qui interpelle, parce que, constitutionnellement parlant, ce n'est pas à l'armée de faire le travail qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire de se proclamer garant du processus constitutionnel, de décider qu'il y aura des élections ou pas. Les Algériens sont bien conscients de cela. Et on le voit d'ailleurs parce que de nombreuses critiques désormais sont adressées à la personne même du chef d'état-major. Ça les dégage. Hein. Oui, les gens font d'ailleurs le distinguo entre les militaires, l'armée en tant qu'institution, l'ANP, l'Armée nationale populaire, et la personne du chef d'état-major qui est accusé effectivement de vouloir freiner le processus de transition, en tout cas de l'emmener vers une direction dont les Algériens ne veulent pas. Déjà en 92, janvier 92, c'est l'armée qui avait pris le pays en main au moment de la victoire du Front islamique du salut dans les élections. Oui, effectivement, c'est une espèce de répétition de plusieurs autres épisodes aussi plus antérieurs. Je pense notamment à ce qui s'est passé après la mort de Boumedienne, où c'est l'armée qui a décidé que le remplaçant de Boumedienne serait le président Chadli, Ben Jedid, lui-même militaire, colonel à l'époque. Donc effectivement, l'armée algérienne a toujours ce pas de ne pas vouloir gérer le pays directement, c'est-à-dire ce ne sont pas des généraux qui sont dans le gouvernement, qui sont ministres, mais d'être l'arbitre, et d'être celui qui décide, le garde-fou et celui qui donne, si vous voulez, le quitus et le label de qui peut se présenter ou pas. Par exemple, pour les prochaines présidentielles, ça va être intéressant de voir qui sera l'homme de l'armée, le civil de l'armée. Comment faut-il interpréter l'arrestation des oligarques, de ces hommes d'affaires, souvent très riches, qui gravitaient autour des cercles dirigeants? C'est un gage donné au peuple, c'est plus que cela? Alors permettez-moi une chose, je mettrai le mot oligarque entre guillemets, parce que ce sont souvent des gens qui ont fait fortune grâce au système politique, mais qui n'ont pas atteint une dimension comparable, par exemple, à celle des oligarques d'Europe de l'Est, de l'ex-URSS. Maintenant, quand on a dit ça, on est dans une situation assez ambiguë. On voudrait nous faire croire qu'il s'agit d'une opération main propre, d'un assainissement du système, de la vie politique, de la vie économique algérienne. Alors effectivement, il y a des gens qui sont traînés devant les tribunaux, en tout cas qui sont arrêtés. Mais les Algériens ne sont pas dupes du tout. Ça ressemble plus à une opération à la fois de rafistolage, de livrer des têtes comme ça à la population, et une opération aussi de règlement de compte. Donc c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. L'Algérie démocratique, transparente et véritable état de droit pourra mener des opérations d'assainissement qui auront la pleine légitimité, la pleine adhésion. Là, on a l'impression que c'est aller un peu vite en besogne pour se débarrasser de certaines personnes, peut-être même les remplacer par d'autres clients du futur pouvoir. On n'a pas vu vraiment les islamistes dans ce grand mouvement populaire. En tout cas, ils ont été très discrets. Est-ce qu'il y a aujourd'hui en Algérie une mouvance islamiste? C'est une force qu'on pourrait voir émerger avant les prochaines élections? Alors l'islamisme n'a jamais disparu du champ politique algérien. Alors il y a un islamisme qui a été plus ou moins domestiqué, pardon pour l'expression, qui a été membre de la mouvance présidentielle, ce qu'on appelle les islamistes de gouvernement, de pouvoir. Et puis il y a une mouvance plus radicale, plus dure, qui est quelque part l'héritière de l'ex-Front islamique du salut, qui, elle, n'a pas le droit d'activer, d'exister, parce que les lois l'empêchent de le faire. L'ex-fils n'a pas le droit d'être de nouveau dans l'arène politique, mais les idées, la vision, la manière de voir le monde, la manière de voir la société, d'avoir un projet pour les Algériens, ça existe encore. C'est-à-dire que si demain on se retrouve dans un champ politique ouvert, il va de soi, à mon avis, qu'un tel courant sera bien entendu représenté
avec, bien entendu, je dirais, les préventions à son égard d'une partie de la population qui n'a pas oublié ce qui s'est passé dans les années 90. Les années noires. Les années noires. Et je pense que les islamistes eux-mêmes, ces islamistes radicaux, en tout cas qui revendiquent notamment une république islamique, sauront eux aussi faire attention à ne pas effrayer la société comme ce fut le cas dans les années 80, à la fin des années 80. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose qu'on s'arrête sur cet homme, le président Abdelaziz Bouteflika, qui était chassé du pouvoir. L'ex-président. L'ex-président Abdelaziz Bouteflika, chassé du pouvoir. Il a traversé, marqué plus ou moins de son empreinte 50 ans de l'histoire de l'Algérie. Depuis les premières années de l'indépendance, son portrait est tracé par Mélanie Ohayo. L'Algérie fraîchement indépendante découvre en 1963 son nouveau ministre des Affaires étrangères. Abdelaziz Bouteflika n'a que 26 ans. Ses premières missions le mènent à Paris auprès de l'ancien colon français. Il s'agit d'une mission très confidentielle. Vous me permettrez très gentiment de ne pas vous en parler. En juin 65, après le coup d'État qui installe au pouvoir le colonel Ouari Boumedienne, Bouteflika conserve la main sur les affaires étrangères, mais il refuse de parler de putsch. Ce que vous venez de dire, il y a une petite rectification à apporter. Vous avez parlé de putsch. Un solide aplomb face à la presse internationale et un certain talent de négociateur. Devant les Nations Unies, l'Algérie se fait le porte-parole du tiers-monde. À la mort du président Boumedienne, commence pour Bouteflika une période de disgrâce. Il est écarté du pouvoir. Accusé de détournement de fonds, il s'exile plusieurs années, notamment à Genève et à Abu Dhabi. Bouteflika revient en scène à la fin des années 90 dans une Algérie épuisée par 7 ans de guerre civile contre la guérilla islamiste. Cette décennie noire place l'armée au centre du jeu politique et c'est Bouteflika qu'elle choisit pour conduire le pays. En 1999, Bouteflika est élu président. Sans gloire, seul resté en lice, l'opposition se retire à la dernière minute. Je ne suis pas là, madame, pour un fauteuil. Je suis un homme de mission et à mon âge, on n'a plus besoin d'honneur. Mais Bouteflika s'impose en sauveur de la nation. Il tourne la page des années de plomb, la paix revient, l'envolée des prix du pétrole remplit les caisses de l'État, la corruption galope. Et le président renforce son pouvoir. Au terme d'un second mandat, il fait modifier la Constitution pour se maintenir en place, enchaîne un 3e, puis un 4e mandat. C'est ce portrait officiel, ce portrait d'un autre temps, qui sert régulièrement de doublure au président lors des cérémonies officielles. Depuis son accident cérébral en 2013, Bouteflika ne s'exprime quasiment plus en public. Monsieur Bouteflika, un petit mot pour la télévision suisse. Comment allez-vous? C'est ce président fantôme qui est réélu pour la 4e fois en 2014. La moitié des Algériens ne s'est pas rendu aux urnes. La santé de Bouteflika se dégrade encore. En mars de cette année, il est hospitalisé à Genève. La perspective d'un 5e mandat à la tête du pays enflamme les rues d'Alger. Après plusieurs semaines de contestation et lâché par l'armée, le 2 avril, il renonce. Une fin de règne à 82 ans dans cette mise en scène de démission peu flatteuse. Bouteflika rêvait de mourir au pouvoir. Akram Belkaïd, comment l'ex-président ou pourquoi l'ex-président a-t-il duré si longtemps? Je dirais qu'il a bénéficié de circonstances exceptionnelles. En temps normal, dans un pays normalement constitué, il n'aurait jamais pu durer autant. Il arrive au pouvoir en 99, après une période très difficile pour les Algériens. Il promet la paix, il promet de restaurer l'image de l'Algérie, il voyage beaucoup. Et puis ensuite, il fait le vide et il arrive à jongler aussi avec les peurs des Algériens, c'est-à-dire un peur du retour de la violence. Et il joue aussi avec un système qui, finalement, comprend que si ce système veut perdurer, il a intérêt à ce que le président Bouteflika reste au pouvoir, d'où le fait qu'il a pu réviser la Constitution, par exemple, comme ça a été dit, pour pouvoir rester embrayé sur un 3e et un 4e mandat.
Vous évoquez ce système. On parle souvent de ce régime algérien comme une boîte noire, opaque. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ou qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte noire? Il y a plusieurs pôles de décision parce que le pouvoir, c'est celui qui décide. C'est une définition qu'on peut très bien appliquer à l'Algérie. Et effectivement, vous avez un rôle fondamental qui a été joué par l'armée, ce qu'on appelle l'armée en tenue. Vous avez les militaires en civil, qui sont les services secrets. Mais sous Bouteflika, surtout, s'est développé un autre pôle de décision qui est la présidence de la République. Abdelaziz Bouteflika a usé et abusé d'un pouvoir sans précédent dont il disposait, qui est le pouvoir de la signature. C'est-à-dire que même si son pouvoir est contraint, même s'il est obligé de faire attention aux équilibres internes du système algérien, il a l'arme suprême, il peut mettre à la retraite tel général, il pouvait mettre à la retraite tel ministre, tel haut fonctionnaire. Il n'a eu de cesse que de faire ça pour renforcer son pouvoir et pour finalement devenir incontournable. Il le fait très bien, mais en 2013, c'est la nature qui le rattrape et il est malade, il tombe malade. Mais en 2013, au moment même où il tombe malade, c'est un moment où, paradoxalement, il n'a jamais été aussi puissant dans le sérail politique algérien. Et dans ce système, ou autour de ce système, quel rôle jouent les partis politiques, en dehors du FLN? Est-ce que c'est des partis alibi? Est-ce que c'est des vrais partis, comme on l'entend ici dans nos démocraties occidentales? C'est absolument pas des vrais partis pour beaucoup d'entre eux. Alors même le FLN a toujours été une façade. On dit souvent, notamment en Europe, que le FLN dirige l'Algérie. C'est faux. Le FLN d'après 1962, et surtout d'après 1979 ou 1988, lorsqu'il n'est plus parti unique, c'est juste une chambre d'enregistrement, c'est une machine électorale, c'est une machine à distribuer des postes, à donner de la légitimité révolutionnaire, mais ça ne dirige pas. Les autres partis, je parle maintenant des partis d'opposition, ils ne sont pas très nombreux. Eux ont été persécutés, on les a restreints dans leur mouvement, dans leur activité, ce qui explique pourquoi ils ont énormément de difficultés à exister aujourd'hui. Et puis vous avez des partis, je dirais, de clientèle, qui étaient dans la mouvance présidentielle et à qui on a redistribué des postes d'élus et autres, et de ministres, par exemple. Dans les pays voisins, je pense évidemment à la Tunisie, au Maroc, comment on voit ce qui se passe maintenant en Algérie? Est-ce qu'on est inquiet? Alors, ça dépend où on est. Si il y a un vrai intérêt populaire, je dirais une vraie solidarité qui s'est exprimée notamment à travers les réseaux sociaux. Maintenant, au niveau des dirigeants, il y a la peur de la contagion au Maroc. C'est un pays où on se dit qu'il ne faudrait pas que les mêmes choses arrivent au Maroc. En Tunisie, il y a cette peur que l'Algérie soit déstabilisée parce que l'Algérie est tout de même un partenaire assez important dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilité de la Tunisie. Et puis, il y a les autres pays, il y a les monarchies du Golfe qui voient d'un très mauvais œil ce qui se passe en Algérie parce qu'un pays appartenant au monde arabo-musulman où c'est le peuple qui prend la rue, qui fait des revendications et qui conteste le pouvoir, s'il y a un effet de contagion, notamment en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis, ça peut faire tâche. Et ça, on sent bien qu'il y a une espèce d'hostilité assez ouverte à l'égard du mouvement d'émancipation du peuple algérien. Ce sera ma dernière question. L'Algérie est un pays central, au carrefour de la Méditerranée. Au sud, il y a le Sahel et tous les événements qu'on connaît. Au nord de la Méditerranée, il y a l'Union européenne. Donc c'est une position géopolitique centrale. Et pourtant, on a le sentiment que la diplomatie algérienne est très en retrait, très timide. Comment vous expliquez ce paradoxe? Permettez-moi de vous citer le titre du livre. Elle est empêchée. Pourquoi est-ce qu'elle est empêchée, cette diplomatie? Tout simplement parce qu'au sommet de l'État, on a un homme qui a été malade pendant très longtemps, qui ne tolérait aucune initiative. L'Algérie, effectivement, a un potentiel énorme et un rang à tenir. C'est une armée très puissante, comparée. C'est une armée, mais c'est une armée qui n'intervient pas en dehors de ses frontières. Mais c'est aussi une diplomatie qui a été très active par le passé, qui pourrait être très active. Encore faudrait-il qu'il y ait une vision politique, qu'il y ait un leadership politique qui le veuille. Or, ces dernières années, on a bien senti que tout était à l'arrêt ou presque en Algérie. Et donc, les diplomates de métier vous expliquent en off, comme on dit, qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'on ne leur permet pas de faire, alors que l'Algérie pourrait être plus présente, notamment sur le théâtre des conflits africains ou au Moyen-Orient. Merci, Akram Belkaïd. Merci à vous. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Géopolitis. Merci. L'Algérie est un pays à la fois riche et malade de ses énormes ressources en gaz et en pétrole. Jusqu'ici, les dividendes de l'or noir lui ont permis, bon an mal an, de subvenir aux besoins de la population. Mais ses habitants, depuis l'indépendance, ont été multipliés par 5. Jos van Reding
avec Thomas Moisson. L'économie algérienne repose intégralement sur le gaz et le pétrole extraits du Sahara. Ils représentent la presque totalité des exportations du pays et ont assuré au meilleur moment jusqu'à 2/3 du budget de l'État. Alors quand en 2014 les cours du pétrole s'effondrent, c'est un véritable séisme pour l'économie algérienne. En l'espace de 6 mois, le baril qui valait $113 en juillet plonge sous la barre des $50. Le produit national brut du pays chute en conséquence, 214 milliards de dollars en 2014, il n'est plus que de 160 milliards en 2016. Excepté les hydrocarbures, l'Algérie ne produit presque rien d'autre. Les produits manufacturés et agricoles comme le lait ou les céréales sont tous importés. Ainsi, dès 2015, la balance commerciale devient déficitaire et le pouvoir doit puiser dans les réserves de change pour payer les importations facturées en dollars. Sans la rente pétrolière, fini les subventions qui permettaient au régime de s'assurer une certaine paix sociale par le biais de soutien financier à la consommation ou à la construction. Là où la manne du gaz et du pétrole aurait pu servir à développer d'autres secteurs économiques, elle a été utilisée avant tout par les élites pour se maintenir au pouvoir. Un des grands fléaux de l'Algérie reste le chômage. Par manque d'investissement, l'économie algérienne n'offre que peu de perspectives, alors même que le pays connaît une démographie galopante. Chaque année, quelques 500 000 nouveaux venus cherchent à s'intégrer sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui en Algérie, sur 43 millions d'habitants, près de la moitié ont moins de 25 ans. Et 1/3 des jeunes sont au chômage. C'est le royaume de la précarité et de la débrouille. Celui de la frustration aussi qui pousse à descendre dans la rue. Pour l'apaiser, des réformes en profondeur sont urgentes. Les spécialistes estiment que d'ici 20 ans, les gisements d'hydrocarbures algériens seront épuisés. De toutes les indépendances post-coloniales, celle de l'Algérie restera parmi les plus marquantes. Quand la France s'en va, c'est un pays bouleversé, disloqué par la guerre qui voit le jour. C'est notre rubrique ce jour-là, le 5 juillet 1962. L'indépendance de l'Algérie est officiellement proclamée le 5 juillet 1962. Alors qu'à Oran, la guerre connaît ses dernières convulsions avec l'enlèvement et le massacre de centaines de Français. Partout ailleurs, c'est une liesse immense. Après 132 ans de colonisation française et 8 années d'une sale guerre, ce jour-là, l'Algérie goûte enfin à la liberté. La France et De Gaulle n'ont pas vraiment eu le choix. C'est la fin d'une époque. Et c'est tout cela que raconte ce documentaire intitulé « Guerre d'Algérie, la déchirure ». Comment un empire colonial finit par se disloquer, ces militaires qui font leurs valises et tous ces citoyens français emportés dans le tourbillon de l'histoire. Près d'1 million de pieds noirs sont forcés de quitter cette Algérie, qui était leur terre natale. Les pieds noirs ont compris. Pris en étau entre toutes les violences de l'OAS, celle du FLN et d'indépendance à venir. Ils n'ont plus leur place dans ce pays qu'ils aiment tant. Les Algériens, de leur côté, célèbrent cette indépendance qui tourne enfin la page de la colonisation. Femmes, hommes, enfants et anciens combattants défilent dans les rues. Ces images font le tour du monde, l'euphorie d'un peuple qui a résisté et lutté pour l'autodétermination, au prix de 250 000 morts, et on l'oublie souvent, plus d'1 million d'Algériens qui ont été déportés ou emprisonnés. L'indépendance est là, mais tout reste à faire. Sortir de l'État colonial pour en bâtir un nouveau, développer l'économie et forger l'identité algérienne. Ce défi, c'est Ahmed Ben Bella, ancien combattant du FLN, qui tentera de le relever. Après 6 ans de prison en France, il rentre en Algérie et devient le 15 septembre 1963 le premier président de la République algérienne démocratique et populaire.
2 années et demie après son accession au pouvoir, survient le coup d'État mené par le colonel Ouari Boumedienne. Ben Bella est renversé, emprisonné. Il ne retrouvera la liberté qu'en 1980. Dans le prolongement de cette émission, je vous invite à lire, bien sûr, le livre de notre invité, Akram Belkaïd, L'Algérie en 100 questions, un pays empêché. C'est un excellent éclairage et qui tombe à pic. L'ouvrage vient de paraître aux éditions Talendier. Enfin, sur France 5, le débat de nos excellents confrères de C'est dans l'air au lendemain de la démission de Bouteflika. Agnès Levallois y exprimait ses doutes sur la possibilité de voir un candidat issu de la révolte populaire. Moi, le danger que je vois dans une élection qui va arriver trop vite, c'est que les forces issues de ce mouvement de contestation, de tous ces Algériens qui veulent autre chose, n'auront pas le temps de s'organiser, puisque ce que l'on sait de façon très claire, c'est que Bouteflika a tout fait pour qu'il n'y ait aucun système politique, aucun parti politique digne de ce nom qui puisse vivre dans les années où il a été présent. Voilà, la semaine prochaine, l'OTAN en question, la plus puissante alliance du monde, est-elle encore un instrument de paix et de stabilité? Tout un programme. Merci à notre partenaire TV5 Monde qui vous permet de suivre Géopolitis sur les écrans du monde. Vous pouvez aussi nous retrouver en podcast. Merci à vous de votre fidélité. À bientôt.